Amis de Befrovision, bonjour. Pour commencer ce journal, nous assisterons à un mariage, puis nous passerons à l'école Herbin et au collège. Ensuite, ce sera l'inauguration de logements cartésiens, puis la braderie du 13 juillet. Une exposition au bureau du tourisme a retenu notre attention, ainsi que la soirée du club Faute. Et pour terminer, un peu de lecture pour l'été. Ils se sont dit oui. Le mariage de Cyril Cosse avec Mélanie Bon s'est déroulé samedi 12 juillet. Assistons à la cérémonie. Befrovision présente tous ses vœux de bonheur au jeune couple.
Monsieur Cyril Cosse, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Mélanie Nathalie Marcel Bon, ici présente? Oui. Madame Mélanie Nathalie Marcel Bon, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Cyril Cosse, ici présent? Oui. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Pas, hein. Et une petite photographie, on a dit là, avec toutes les félicitations. Alors, moi j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui à ce moment. Dans le cadre de l'opération Cette année, je lis, les élèves de l'école Herbin se sont vus remettre le livre L'Odyssée d'Homère par l'inspectrice de l'Éducation nationale. Suivons Ulysse à son retour de la guerre de Troie. Félicitations. Est-ce que vous reconnaissez ce livre? Est-ce que son titre vous dit quelque chose? Oui. De quoi va-t-il bien pouvoir parler? D'Ulysse. C'est quoi l'Odyssée? C'est le voyage d'Ulysse. C'est le voyage d'Ulysse pour rentrer à Ithaque. Cette opération s'inscrit dans le cadre de Cet été je lis, qui est une opération nationale. Les élèves de CM2 ont eu le plaisir de recevoir l'Odyssée d'Homère. Nous avons beaucoup travaillé cette année en circonscription et en bassin de Cambrai sur la lecture, donc un projet territoire lecteur qui est porté par la rectrice. Ben voilà, ça vient de conclure une année riche en activités menées sur la lecture depuis, alors on va dire le CP, mais même bien avant le CP, puisque la maternelle sert à devenir lecteur également. Donc ce livre offert par l'Éducation nationale pour nos élèves qui nous quittent pour le collège, forcément c'est une très bonne nouvelle. Et puis je tiens à féliciter tous les élèves de l'école pour leur implication et leur travail acharné pour réussir et féliciter pour les résultats obtenus au niveau de la lecture. Bonjour, je m'appelle Thomas. Alors Thomas, qu'est-ce que tu viens d'avoir? Un livre, Alors donc, quel est le thème du livre? la mythologie grecque, Voilà, et ça parle de quoi exactement? l'Odyssée d'Ulysse, de son départ d'Ithaque pour revenir chez lui. Sur la couverture, déjà, on voit la femme d'Ulysse. Pénélope. Vas-y, Laurine. Ensuite, sur un bateau en mer, il y a Ulysse avec ses compagnons qui va rentrer à Ithaque. Voilà. Alors, que dites-vous de ce cadeau? Il a l'air super intéressant, le livre. En plus, nous, on aime bien la mythologie grecque, du coup, ça tombe bien. Suite à la création de leur mini-entreprise, les collégiens ont reversé leurs bénéfices à l'association Les Ch'tis Coureurs, qui œuvre pour les malades du cancer. À noter que ça fait 10 ans que les collégiens expérimentent la mini-entreprise. Assistons à la remise du chèque. Alors moi je suis Pascal Cressin, donc je fais partie du bureau des Ch'tis Coureurs depuis une petite année, c'est assez récent, dans l'association depuis 4 ans maintenant. Voilà, et je viens c'est la 3e fois que je viens ici pour recevoir un chèque de Vinsteel en fait. Alors c'est une entreprise qui nous tient à cœur, une mini-entreprise comme ils disent, parce que voir des jeunes comme ça s'investir autant en dehors des cours, parce que c'est du travail supplémentaire,
et avoir cette envie de faire quelque chose pour la bonne cause en fait. C'est quand même valorisant et c'est assez rare. C'est suffisamment rare pour être souligné. Je veux dire, ce serait même bien que ça se développe un peu plus dans tous les lycées ou les collèges, hein, bien évidemment. Alors les voir maintenant créer leur association, c'est vraiment du bonheur, quoi, en fait. Ça montre que le système est maintenant pérenne et qu'ils vont pouvoir voler de leurs propres ailes, ce qui est très intéressant. Et puis ça permet, en tant qu'association, peut-être de maintenir les anciens dans l'association, ce qui va augmenter un peu le volume et peut-être encore augmenter le nombre de manifestations qu'ils font. Alors nous, on est partenaire avec eux depuis, ça fera 10 ans, ce sera la 10e année l'année prochaine, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et bien évidemment, même s'ils créent une association, on va continuer à les aider. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit, ils seront invités sur toutes nos manifestations. On leur apporte le soutien qu'on peut et puis on les aidera pour faire évoluer leur association. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est eux qui vous aident. Alors voilà, depuis de nombreuses années, c'est plutôt eux qui nous aident. Et maintenant, on va essayer de les aider à notre manière pour faire fonctionner leur association de manière intéressante et puis qu'ils puissent se développer. Voilà. Et puis peut-être, aider d'autres associations que la nôtre. Hein. C'est toujours le but. Le but, c'est ça. C'est pas que pour nous, en fait. Parce que c'est des jeunes qui ont envie d'aider les gens. Donc que ce soit nous ou d'autres associations, plus ils en aideront, j'ai envie de dire, plus ça voudra dire que l'association fonctionne et qu'ils sont reconnus. Je crois aussi qu'il est temps de rappeler un petit peu le but de l'association Les Ch'tis Coureurs. Alors les Ch'tis Coureurs, le but de l'association, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens qui sont atteints du cancer. Donc cette année, par exemple, là on vient de remettre un don de 50 059 €. Alors 59 €, c'est symbolique puisqu'on est Ch'tis Coureurs Team 59, on y tient. Donc 50 000 € pour financer des projets. Donc, par exemple, je pense que vous le savez, une aire de jeu à l'hôpital Oscar Lobret, voilà, une salle Snozelen aux Dentelières de Valenciennes, voilà, un lit et un fauteuil confort pour le CH de Valenciennes, un fauteuil confort aussi pour l'hôpital de Valenciennes, pour la clinique Saroc, pardon. Et puis voilà, un lève-malade, qui est une chose importante pour le CH de Saint-Quentin. Alors le lève-malade, ça aide et les malades et les soignants. En fait, on part un peu dans cette chose-là pour essayer d'aider. Voilà. Et ça, c'est les projets qui sont finalisés, mais bien évidemment, on en a encore plein. On en a encore plein en soute, j'ai envie de dire, et puis on va continuer à en avoir. Hein. Là, l'association, on est depuis 7-8 ans, on est à peu près à 100 000 € de remise par an, donc vous voyez que ça fonctionne. Après, on est beaucoup, on est plus de 80. On a beaucoup de manifestations. D'ailleurs, vous verrez, on va organiser un trail sur Euvalais dans peu de temps. Octobre Rose, encore plein de choses à venir. Si vous le souhaitez, ce qui serait intéressant pour nous, c'est que vous vous abonniez à notre page Facebook pour suivre un peu, parce qu'on a maintenant une chargée de communication qui nous fait des beaux reportages. Donc abonnez-vous et puis aidez-nous, voilà, soutenez-nous. Et puis on n'en sera que content. Et puis surtout, venez à nos manifestations, on vous attend avec grand plaisir. Donc les mini-entrepreneurs de Vinsteel ont eu, de la part du département, une entrée pour accéder à tous les musées du département du Nord, donc un bel accès à la culture. On remercie le département pour ce beau cadeau. Je m'appelle Clara Leplat et je suis en 3e Tao. Et le projet consiste à créer des badges, des magnettes et des miroirs pour les revendre. Et nos bénéfices sont reversés à l'association Les Ch'tis Coureurs pour les personnes atteintes d'un cancer. Mais c'est pas que ça, je crois que vous visitez aussi des entreprises, tout ça. Oui, on a visité nos partenaires et tout. Madame l'enseignante, expliquez-moi un petit peu plus dans le détail. Donc c'est un projet qui est mené par nos élèves de 3e. Et donc ils réfléchissent à créer des produits qu'ils ont ensuite à commercialiser. Et donc une partie des bénéfices est reversée à une association, l'association Les Ch'tis Coureurs, avec laquelle nous travaillons depuis presque 10 ans. Donc on a aussi un partenaire qui est l'entreprise Ignis du groupe Atlantique. Et donc ça nous permet d'avoir un pied aussi dans l'entreprise et de voir comment une entreprise fonctionne. Donc, on va revenir un tout petit peu. Donc là, récupérer quand même de faire un don de 500 €, c'est ça? Oui. Donc cette année, on a fait un don de 500 €, puisque l'idée, c'est aussi de développer notre entreprise. Et donc on va investir dans du matériel pour revenir encore plus fort l'année prochaine. Mais je crois que vous gardez une petite partie aussi pour développer aussi votre mini-entreprise. Alors, on a créé une association
qui s'appelle CœUR, Collectif pour l'orientation et l'entrepreneuriat des jeunes unis du collège Jean Rostand. Et donc l'idée, c'est on passe par cette association pour faire vivre notre entreprise. Je vais revenir un petit peu à nos jeunes collégiennes là. Alors qu'est-ce que vous allez retenir de cette expérience? Qu'est-ce que vous retenez? C'était bien parce que on est plus créatif, par exemple pour les designs. Je sais pas comment. Qu'est-ce que tu as retenu? Cette demoiselle. C'était bien parce qu'on a pu découvrir des métiers, donc ça nous a aidé pour l'année prochaine et notre orientation. On a aussi eu de la communication et du travail d'équipe et on a appris beaucoup de choses. Donc prénom. Jouvenet Fiona. Merci. Bon, je crois que tout est dit. Oui, tout est dit et rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Afin de répondre à la demande de logement, Pertenord Habitat a inauguré jeudi 10 juillet 32 logements répartis en 2 résidences de 16 logements chacune. Ces logements modernes sont situés rue Vandelgy. Prenons part à l'inauguration. Qui a dit que dans le Cambrésis on ne construisait pas? Je n'ai entendu personne parler de cette affirmation-là. Je tiens à dire que dans le Cambrésis, on construit et on construit bien et beau. Alors ce que j'ai vu aujourd'hui sur les constructions aujourd'hui au Cateau, avec 32 logements, 2 fois 16 logements, c'est ce qu'il faut faire dans une commune où il y a des demandes de logements, des logements aidés, des personnes qui en ont besoin, du logement adapté. Et ce qui a été fait est exemplaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu des futurs locataires. Pour leur poser la question, est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes heureuse de venir dans ce logement? Ils étaient ravis et cette satisfaction nous fait chaud au cœur. Vous savez, notre bonheur ici, c'est que vous êtes pour nous une très grande valeur ajoutée. Mais je vous remercie, mais vous aussi. Et puis je tiens à dire que c'est toujours un bonheur d'être interrogé par une télévision locale. Et je répondrai toujours aux demandes locales parce que c'est la proximité, c'est montrer en image ce qui se passe dans une zone géographique et vous le faites avec intelligence. Merci encore. Bien. Alors qu'est-ce que vous dites aux futurs locataires Aux futurs locataires, c'est soyez heureux, prenez le temps de vous installer et n'hésitez surtout pas à inviter le sous-préfet et le maire pour la crémaillère. Je viendrai avec grand plaisir. C'est l'aboutissement d'un long chantier en 2 phases. La première phase, il y a quelques années, c'est quand nous avons décidé d'acheter cet espace de terrain. Je rappelle qu'il y avait des cours de tennis d'un côté, de la pétanque, etc. Et de l'autre côté, il y avait un promoteur, mais avec les contraintes de l'architecte des bâtiments de France, il a renoncé. Donc nous avons racheté l'ensemble et nous avons réfléchi à trouver des appartements en locatif. On s'est tourné vers différents bailleurs et on avait choisi à l'époque, et on a eu raison, Pertenord, avec la création d'abord de 3 îlots de 16 et aujourd'hui on clôture la 2e et dernière phase de 2 îlots de 16 appartements. Vous avez vu, c'est de la qualité. On les a dénommés Città di Cave en mémoire des liens qui nous lient avec nos amis italiens. On se trouve au cœur de ville quand même. C'est les seuls terrains qui restaient disponibles. Donc, accès à la ville et au commerce à pied, avec tous les équipements. Et ça touche toutes les catégories d'âge qui peuvent venir ici. Alors, en parallèle, nous, notre action, elle se fait aussi par l'agglo, contre les logements insalubres ou indécents chez des bailleurs privés. Mais j'insiste, il faut que la caisse d'allocation familiale soit beaucoup plus ferme et que les gens que l'on prend qui sont issus des logements dits insalubres, ni les logements cédés soient pas remis à la négociation. C'est le problème actuellement du logement. Le logement, il est en difficulté au niveau national
puisque le ministère a moins en moins de crédits. Néanmoins, on est arrivé à passer ce projet avec Partenor. Moi, j'étais content d'une part du directeur de Partenor, M. Doré, qui a bien suivi le projet, de l'architecte Jean-Raymond Dumortier, et on aboutit aujourd'hui à une réalisation avec une livraison soit 1er ou 30 septembre de cette année. Il nous reste, après toute la voirie à faire, ça c'est nous qui le prenons, et donc je pense que ça sera un bel outil mis à disposition avec des tarifs quand même pas élevés pour des appartements qui sont super isolés, plus que les premiers, puisque la loi est passée par là sur les dépenses énergétiques. Une nouvelle fois, on fait un cadre de vie à proximité de la ville et on embellit la ville aussi. J'ai pas voulu des grandes trames d'immeubles, des grandes barrières comme dans le temps on construisait au Cateau. J'ai voulu des petits îlots séparés avec en plus un confort. Il y a l'ascenseur. Quel que soit l'étage où les gens vont, il y a un ascenseur et vous avez toujours un balcon avec une grande baie vitrée. Parce qu'il faut amener de la lumière, comme disait Mathis, à l'intérieur des immeubles. Voilà, je pense que les gens apprécieront. Et puis, la demande est forte, hein. Elle n'est peut-être pas suffisante. Après, Partenor a des critères très sélectifs. Annie, j'ai la chance d'avoir Annie comme adjointe au logement. Elle assiste à toutes les commissions. Mais les critères, elle ne relève pas d'elle, quoi. Elle ne peut pas décider d'attribuer. Il y a des commissions qui sont sur dossier, sur pièce, et on attribue des logements. On priorise, bien sûr, les Cartésiennes et Cartésiens, puisque le projet est porté par la ville, hein. Le suivi administratif, technique avec Bruno Bertrand et Bruno Mandali, il est là aussi derrière. Donc c'est normal qu'on rend aux Cartésiennes et Cartésiens qui le souhaitent. Voilà. Alors quel message vous délivrez à ceux qui vont habiter là? Qu'ils soient heureux. Il y a un décade de verdure tout autour. On arrive au cœur de ville. On peut aller à pied. On est dans des petits immeubles de 16 où on peut se parler, on peut se côtoyer, quel que soit l'âge, parce qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, des personnes seules, des personnes en couple, avec enfants, sans enfants, et qu'on essaie de vivre ensemble. Ça a toujours été le motif de l'équipe que j'ai la chance de manager depuis 2001. Oui, donc Valentin Belval, président de Partenor Habitat et vice-président du conseil départemental du Nord. Alors, quand vous êtes au Cateau, vous vous sentez où exactement? Je me sens plutôt très bien ici. Moi, je suis ravi de partir en déplacement régulièrement avec Partenor Habitat parce que c'est l'occasion d'aller dans les territoires. Et puis, quand on arrive ici, c'est ce que j'ai dit, il y a une âme, on sent la qualité aussi des espaces publics, des réalisations. On sent qu'il y a un maire qui a beaucoup travaillé ici pour sa ville depuis très longtemps. Et donc, j'étais particulièrement très heureux de venir dans ce coin du territoire que je connais bien. Alors, quand vous regardez les logements, vous vous dites quoi? Déjà que c'est une belle réussite architecturale dans ce secteur, en plus de ça qui est classé, où il fallait y être particulièrement vigilant. On a des logements qui ressemblent un petit peu à ce qui a été fait par le passé sur les résidences précédentes. Et puis le fait d'apporter à cette ville 32 nouveaux logements qui vont apporter des solutions à 32 familles, 32 nouveaux locataires, ça a beaucoup de sens. Et j'ai surtout vu aujourd'hui pendant la visite des gens qui étaient heureux d'être là, heureux de l'attribution de ces nouveaux logements. Et je crois que c'est de très bon augure pour la suite. Quel message vous leur livrez? Je leur livre le message qu'il n'y a pas de vie heureuse si on n'est déjà pas bien dans son logement. Et donc c'est vraiment le sens de l'action de Partenor Habitat, qui est le deuxième plus grand office public HLM de France, avec ses 55 000 logements. On essaye de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on livre une nouvelle opération, les gens s'y sentent bien, que ce soit des logements qui correspondent aussi à leurs attentes, des logements qui soient accessibles pour les personnes à mobilité réduite, des logements qui soient proches des centres-villes, comme c'est le cas ici. Et donc moi je souhaite à ces 32 nouveaux locataires de Partenor Habitat beaucoup de bonheur et puis beaucoup de belles choses et de beaux souvenirs dans ces logements qu'ils vont intégrer au mois de septembre. Thomas Caudron, je suis directeur de territoire chez Partenor Habitat. Bon, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pensez du travail qui a été effectué ici au Cateau? Je trouve que c'est un travail vraiment remarquable et le président l'a souligné tout à l'heure. On est vraiment un acteur du territoire qui vise à accompagner le développement des collectivités. Et donc c'est pas la première résidence ici aujourd'hui sur le Cateau, puisqu'il y en a une juste en face qui a été inaugurée en 2018 et on s'inscrit dans la continuité de cette première résidence. Et je tiens à souligner vraiment le travail remarquable qui a été effectué en partenariat avec la commune, parce qu'une fois qu'il y a la livraison, il faut aussi penser à l'accompagnement au quotidien, à la vie des locataires pour qu'ils s'y sentent bien.
Et c'est une de mes missions particulières aujourd'hui justement de vérifier, de suivre dans le temps que cela se vit bien. Et il y a eu un travail remarquable avec la commune, en partenariat avec la commune, pour justement s'assurer d'une bonne mixité et d'une bonne occupation des logements. Alors, par rapport au premier lotissement, qu'est-ce qui change dans ce deuxième? On est sur des logements qui sont assez similaires, mais on est resté sur des volumétries qui sont assez petites, avec des balcons, avec des équipements qui sont totalement appropriés, avec des espaces verts et quelque chose de verdoyant. Et donc on reste dans un ensemble cohérent, d'où d'ailleurs, monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, la dénomination de ces résidences qui sont assez similaires. Donc on s'inscrit vraiment dans la continuité pour pouvoir produire des logements totalement adaptés aux attentes de la population avec des petites typologies. Alors quel message vous livrez à ceux qui vont y habiter? Un message de positif évidemment, et leur souhaiter la bienvenue, qu'ils soient totalement épanouis et que ce logement, et je pense que c'est aussi une des missions des bailleurs sociaux, c'est que ce logement puisse leur permettre d'être totalement épanouis dans leur vie. Voilà. Merci à vous. Merci. Pour les chineurs, Beffroi Vision a fait un petit tour à la braderie semi-nocturne du 13 juillet. Voyons ce que nous proposent les bradeux. Alors on se trouve ici à Locato, donc en haut de la place, sur la place de Gaulle. Et donc c'est la braderie ce jour de 15h à 23h. Et donc après suivi d'un feu d'artifice à l'esplanade. Donc le temps est au rendez-vous. Donc ça va être une très belle journée. Alors combien d'exposants Bon, on a entre 45 et 50 exposants. Et on trouve à peu près de tout? On a un peu de tout, on a un panache à peu près de tout. Il faut varier les choses et puis trouver des gens qui veulent travailler surtout le dimanche après-midi. Oui, on n'oublie pas de signaler qu'on est dimanche. Nous sommes dimanche, voilà. Et merci pour ceux qui exposent sur la braderie de Locato.
Au bureau d'information touristique du Cateau, l'artiste Claude Frémaux expose durant ce mois de juillet ses tableaux alliant la couleur et la matière. Admirons ses œuvres. Je m'appelle Claude Frémaux, je suis artiste professionnel de la région Pas-de-Calais, Liévin exactement. Mon parcours, j'ai commencé il y a vraiment peu de temps par rapport à certains artistes, c'est-à-dire en 2011. J'ai commencé à peindre suite à des problèmes médicaux, c'est-à-dire qu'à un certain moment, j'étais grand sportif, je faisais beaucoup de marathons et je me suis blessé. Et comme moi, je suis un passionné, il faut absolument que je fasse quelque chose dans ma vie, donc je me suis mis à peindre. Voilà, et depuis 2011, je peins des tableaux. J'ai commencé à peindre avec différentes techniques. Alors, ce sont lesquelles, là ? Donc au début, je tâtonnais un petit peu, hein, c'était le début de la peinture, je ne savais pas trop où aller. Donc j'ai commencé à faire de la structure, c'est-à-dire je collais du papier, je collais de la matière. Ensuite j'ai fait des coulées de peinture, c'est-à-dire je prenais des tubes de peinture que je faisais couler sur mes tableaux, je mettais des obstacles et je faisais travailler la peinture elle-même et ça a créé des tableaux. J'ai ensuite travaillé avec d'autres structures, du MAP, de la colle à placo, enfin un peu tout ce que vous trouvez chez Brico Dépôt, je l'ai utilisé, voilà. Et donc là je continue à travailler avec du matériel un petit peu décalé, c'est-à-dire ce que vous voyez en ce moment, ce sont des tableaux que je crée avec du silicone, c'est-à-dire c'est du silicone si vous faisiez un joint de salle de bain. Ah, c'est pour ça que je n'en trouve plus. Voilà, je vous ai fait la razzia sur les Brico Dépôt du coin, donc. Voilà. Que racontent vos œuvres ? Alors, moi, je travaille dans l'instant, c'est-à-dire qu'au départ, je n'ai pas d'idée et je construis mon tableau au fur et à mesure de mes idées. Donc, certains tableaux ont été créés d'ailleurs en collaboration avec un artiste et ami photographe. C'est-à-dire c'est ce genre de tableau, hein. J'ai travaillé avec mon ami photographe sur des photos du centre pétrochimique de Vingles. C'est-à-dire que ce photographe a photographié le centre pétrochimique, la colonne de distillation, et il a donc il a dépixelisé ces photos et moi je me suis inspiré de toutes ces photos pour créer des tableaux. Donc j'ai créé ces tableaux là qui sont en format 120 par 60 et on avait créé il y a quelques années une exposition qui s'appelait Art industriel qui a tourné dans la région des Hauts-de-France et qui présentait ces photos retravaillées par informatique et ces tableaux. Voilà. Parlez-moi un petit peu de la création qui est juste là derrière vous là. Celui-là, voilà. Voilà, donc ça c'est un tableau que j'ai créé suite à l'anniversaire de la catastrophe de Liévin en 1974. Le 27 décembre, il y a eu 43 morts au carreau de fosse de Saint-Amé à Liévin. C'est-à-dire il y a eu 43 victimes. Et donc j'ai créé en l'honneur de ces victimes un tableau. Et c'était un tableau qui faisait partie d'un ensemble de tableaux qui avait été demandé par la ville de Liévin. Et d'ailleurs, au niveau de cette exposition, j'ai eu le 2e prix de peinture. Voilà. Donc quand vous voyez au niveau du tableau, j'ai recréé tout ce qui est en dessous en noir avec du silicone. J'ai recréé pour que ça recrée les veines, hein, les veines de charbon. Et on peut remarquer de chaque côté les 43 silhouettes des victimes de cette catastrophe. Donc ce tableau est en hommage à la communauté LGBT.
D'accord. Donc ce tableau est constitué de toutes les couleurs du tableau LGBT. Donc c'est une technique que j'ai créée il y a pas longtemps, c'est-à-dire que avant de poser mes peintures et poser mon silicone, je travaille le fond de mon tableau avec du gesso. Le gesso, c'est une structure blanche qui ressemble à du plâtre et qu'on peut travailler. Donc je l'ai retravaillé avec des spatules qui servent à coller de la colle à carrelage. Donc ce qui fait que ça vous fait une structure un petit peu travaillée. Et après j'ai posé mon silicone, c'est-à-dire je fais mon dessin, je pose mon silicone et ensuite je dépose mes peintures. Donc les peintures sont déposées dans le sens du drapeau LGBT. C'est-à-dire vous avez d'abord le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Voilà. Il y a une construction. Donc ces couleurs, vous les retrouvez donc dans le chignon là, de la dame et un peu partout dans le tableau. Voilà, c'est un hommage à la communauté LGBT. Oui, donc là ça s'appelle, par exemple ce grand tableau, ça s'appelle le réchauffement climatique. C'est-à-dire que j'ai retravaillé autour du réchauffement climatique. Donc j'ai créé un personnage qui représente l'homme, l'univers. Et donc dans ce tableau, vous voyez que vous avez une déstructuration de l'environnement. Hein. Donc là, on peut éventuellement parler de la neige, hein, de la glace. Hein, qui fond, et puis ensuite vous avez la déforestation, hein, qui est représentée dans le personnage. Vous avez la montée des eaux. Voilà, donc ça c'est un tableau que j'ai créé pour le réchauffement climatique. Et donc là, juste là c'est totalement différent. Ouais, alors ça c'est totalement différent. Ça c'était des techniques que j'utilisais avant, c'est-à-dire que je travaillais directement avec une pompe à silicone. Et par exemple là, je posais mon tableau à plat et je faisais couler directement le silicone à partir de la bombe à silicone. Hein, c'est ce qui vous donne, ça c'est tous ces dépôts de silicone qui sont intégrés dans la peinture. Là, c'est pareil, hein, j'ai retravaillé le silicone pour faire des effets un peu calligraphiques. Hein, c'est-à-dire, j'ai retravaillé mes dépôts pour faire un peu une écriture arabe. Voilà. Donc ça, c'est toutes des techniques que j'ai utilisées il y a quelques années, comme derrière, par exemple. C'est dans la même série, c'est-à-dire que je travaillais mes dépôts de silicone. Et j'intégrais directement mes peintures à l'intérieur du silicone avant qu'il sèche. Voilà, c'est ce qui vous fait ces effets de structure sur ce tableau. Bah écoutez, c'est une région que je ne connais pas, et donc j'espère faire connaître mon travail dans la région du Cambrésis. Voilà, donc il y a quelque temps, j'ai exposé sur Arras, à la galerie associative L'Œil du Chat. Et donc là, je suis là pour donc un mois à l'Office du tourisme, et bon, j'espère qu'il y aura beaucoup de passages et que les gens seront intéressés par mon travail. Le club de football a organisé une journée de cohésion avec des matchs pour les jeunes et un barbecue pour terminer la soirée. Profitons de cette agréable journée. Bon, alors, nous sommes ici, nous voyons qu'il y a plein de gens derrière nous. C'est quoi la signification? On a voulu faire une journée de cohésion, de cohésion et de fin de saison pour les parents et joueurs et enfants. Et donc c'est pour ça qu'on a invité tout ce monde là? Ouais, voilà. Et comment ça se passe là devant? Bon, ça se passe très bien, je pense qu'ils apprécient et ils vont apprécier le reste de la soirée. Ah, parce qu'il y a une soirée en vue. Ouais, barbecue. Ouais. D'accord, ok. Avec beaucoup de modération ou... J'espère. Ouais. D'accord. Alors, on va passer à Dimitri. Alors, Dimitri joue quel rôle dans tout ça? Je suis rentré au sein du comité du club dans le bureau pour amener aussi mon expérience football de 28 ans, mais aussi épauler Fabien dans cette responsabilité qui est ce rôle de président qui n'est pas évident.
et que il faut soutenir et puis continuer à faire vivre le SCC. C'est le plaisir de se retrouver, tout simplement. C'est d'être heureux, d'être ensemble, de bien représenter, de laisser une belle image du club et de la ville. Et puis c'est parfait, ça me convient. Alors, quelles sont les lumières qui s'annoncent pour la saison prochaine? Les lumières, j'ai toujours dit qu'il faut toujours faire mieux que les saisons précédentes. L'année dernière, on a terminé 4e, cette année, on a terminé 2e. On va essayer de terminer 1er. On va tout faire pour, ça oui, ça on ne peut pas nous l'interdire. Mais que ça soit le groupe 1 ou le groupe 2, c'est de faire mieux et de laisser une belle image du club et de la ville. Et ça me convient. Si ça convient à vous, je pense que ça va convenir à tout le monde. Moi, ça me convient très bien. Moi, je ressens un petit peu ce que j'ai connu quand moi je jouais au SCC. Parce que le SCC est un club qui a 90 ans presque. Et aujourd'hui, voilà, c'est tout. C'est la cohésion, se réunir, avoir un côté festif, en dehors du travail qu'un coach peut faire. Donc c'est quelque chose qu'on peut souligner et qui fonctionne très bien en ce moment. Alors maintenant, les résultats, ils viennent. Ils sont déjà venus. Progression constante. Un petit palier cette année. Mais je pense que l'année prochaine, on passera un autre palier. Et on ira jusqu'en D1. D'accord. Donc voilà, je souhaite bon courage à tout Monsieur le Président, au coach. Et puis à tous les joueurs. D'accord. Et bonne future saison 2025-2026. D'accord, on n'a pas encore imaginé que Michel a porté les chaussures du SCC pendant quelques années ici. C'était merveilleux pour vous, Michel. Moi j'ai connu le SCC avec des dirigeants qui s'appelaient Monsieur Gentil. Moi j'ai commencé au Stade Turu, et c'est vrai, avec Monsieur Durlet. J'ai commencé avec Monsieur Desmond, avec des dirigeants comme Courcelles, Gentil, Monsieur Denis. C'est des souvenirs et j'ai eu l'impression à un moment qu'on avait perdu l'âme du SCC tel que je l'avais connu. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le SCC redevient un petit peu ce que nous on a connu quand on était gamin. Donc ça, c'est un plaisir. J'ai un peu l'esprit de clocher. Et le SCC, pour moi, c'est ce qu'il faut. C'est la maison mère. Hein. C'est la maison mère. C'est la maison mère du Cateau. Et c'est le reflet de la ville. Et puis, voilà. Vous représentez quoi ici, vous? Entraîneur des U12, U13 et nouveau coach de l'équipe réserve. J'étais déjà là avant. Me voilà de retour en poste. On va tout faire pour tout donner pour que ça marche, pour intégrer les jeunes, pour intégrer tout le monde en fait et réussir à faire un maximum. Alors je dis pas de faire monter l'équipe B, mais faire le maximum pour concerner tout le monde. Parce qu'une équipe réserve c'est compliqué, c'est l'équipe bâtard entre guillemets. Hein. On récupère les joueurs de la première qui sont pas convoqués, on a les mecs de la B, on essaie d'accommoder tout le monde, d'y arriver. On va faire ce qu'on peut. Je pense qu'il y a la qualité pour évoluer. Ça c'est clair et net. Ça dépend de l'investissement des joueurs maintenant. De toute façon, l'essentiel c'est le football. Et le plaisir avant tout, oui, exactement. Mais quand on aime la compétition, c'est important aussi. Nous sommes tous ici, hein, c'est pour la même raison. Alors, qu'est-ce qu'on pense du SCC? On pense beaucoup de bien du SCC. C'est une association, comme beaucoup d'autres associations cartésiennes, qui attire beaucoup de jeunes, de moins jeunes aussi en seniors, qui a une belle image. L'image se reconstitue d'année en année pour essayer de faire un bon club. On ne va pas rêver, on n'a pas les moyens de jouer en national, mais on a les moyens de jouer légèrement plus haut en senior, mais surtout les moyens d'éduquer nos jeunes. Quand on est une ville de 7000 habitants, c'est la prise en charge des jeunes qui est plus intéressante. On a la chance d'avoir une nouvelle équipe dirigeante avec un nouveau président qui fait beaucoup de travail, qui restructure bien, des éducateurs de haut niveau, des parents qui accompagnent. Maintenant, il faut faire ce projet éducatif. J'en ai parlé avec le président, il est d'accord, pour tirer aussi le SCC par le haut et lui retrouver des valeurs. Bon, les valeurs dans le temps, ça sera très difficile. Je sais que Michel Richard a soi-disant joué très jeune à un haut niveau SCC, mais ça devait être en poussin, je pense. Mais moi, j'adore le football, c'est une de mes passions.
Bon, je pense que pour une ville de 7000 habitants, on joue déjà à un bon niveau. Moi, ce qui me plaît, c'est sur un terrain, c'est quand je vois des jeunes, des moins jeunes jouer pour le plaisir et dans le respect des uns et des autres. Et j'ai retrouvé cette année au SCC, en équipe senior, cette mentalité, cette déontologie, le respect de l'adversaire. On a manqué de peu la montée. Bon, il faut être patient, il faut mieux franchir des étapes calmement mais bien structurées que d'aller trop vite pour redescendre l'année suivante. C'est ce qui est arrivé à d'autres clubs du Cambrésis. Donc on va faire confiance. Et puis le club me disait, il voulait vous faire un petit cadeau, Roger. Ah. Je vous appelle Roger parce que j'ai vu arriver Roger Boli à VA à une époque. Non, c'est pas Roger, c'est Roger Mila. Ah d'accord. Qui était l'avant-centre de VA, qui venait d'Afrique. Et qui a explosé à VA. Quand il est arrivé, quelqu'un qui se reconnaîtra du Cato l'a accueilli, a été le chercher à l'aéroport. Oui. Et ses premiers pas à Valenciennes, et puis après, il a connu la gloire. Donc, le président du SCC, il m'a demandé de vous remettre les chaussures de Roger Mila quand il est arrivé. Donc, c'est un réel plaisir que je vous les remets, mon cher Roger, pour tout le travail. Et puis, on peut l'applaudir parce que les reportages sportifs, c'est grâce à lui. Bon, alors... Alors là, qu'est-ce que vous dites maintenant? Bon, alors comme... Bon, alors comme cadeau, je vous dis de garder ça au SCC. Hein? Vous mettez ça dans un bon coin du SCC pour que tout le monde vienne voir ce qui se passe là. Ça marche. Ok? Ça va. Bon, vous allez le garder, hein? On va pas le rendre au petit garçon non. Non, il faut le garder pour le SCC. C'est pas la peine de le rendre. Bon, maintenant, Monsieur le Président, vous avez le droit de faire la conclusion. Alors, si vous avez à conclure pour cette journée, vous direz quoi? Merci à mes bénévoles, mes dirigeants, mes parents, mes joueurs et la commune. Bon, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année prochaine, pour cette année qui arrive? La montée de l'équipe première, et la montée de toute façon la montée de toutes les équipes. C'est le but du foot, c'est de monter au plus haut niveau. Bon, je pense que le message est passé. J'espère. Allez, à bientôt. À bientôt, merci. Pour terminer, Aurélien Canevon nous propose sa 3e et dernière sélection de lecture pour l'été. Cette dernière sélection concerne les adultes. Écoutons-le. Un manga qui te parle, un roman qui t'apaise, chaque bande dessinée, une nouvelle presse. La médiathèque, c'est ton royaume sacré, un monde entier dans les pages éparpillées. Bonjour, bienvenue pour notre 3e et dernier volet des lectures de l'été. Donc cette fois-ci, nous partons dans le rayon adulte, donc toujours des bandes dessinées, des romans. Et on va commencer tout de suite par une nouvelle série. Alors, on avait déjà commencé avec celui-là, il me semble. Donc c'est L'Incroyable Histoire, donc c'est une maison d'édition, c'est porté par les Arènes. Donc en fait, ils prennent un thème, donc les sciences, la cuisine, la géographie ou encore la littérature française. Et assez incroyable, ils arrivent à produire des BD qui sont agréables à lire, belles et rigolotes et sur fond intellectuel quand même. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un peu verbeux forcément, là c'est sur la littérature française. Donc vous pouvez voir que les illustrations sont plutôt sympas. Alors moi j'ai lu sur l'histoire des sciences et vous aviez un mathématicien français qui traversait les âges. Et ils n'ont pas vraiment d'aventure en fait, ils vont à la rencontre des savants, ils vont à la rencontre des auteurs j'imagine ici, et développent le sujet et de manière franchement intéressante, et c'est pas mal emprunté, on voit que le public adhère. Donc on a mis les bouchées doubles, on en a acheté sur la littérature française, la géographie, donc je vous en montre un deuxième, après je ne montrerai plus, hein, c'est toujours le même, on retrouve un peu les mêmes personnages, le même style graphique. Et un peu le même fond, vous avez une histoire qui permet d'aborder les sujets. L'histoire de la cuisine, on s'est dit que ça pouvait intéresser les gens. Et enfin, l'histoire des sciences, donc c'est le mathématicien dont je vous parlais, c'était Cédric Villani, qui va se promener, rencontrer Marie Curie, etc. Donc voilà, nouvelle collection, documentaire. Il y en a 4 là, il y en a d'autres qui sont empruntés.
Je pense que ça va marcher du tonnerre. Donc ensuite pour les bandes dessinées, alors quelques actualités. Vous avez la quête de l'oiseau du temps. Enfin la quête de l'oiseau du temps est terminée. Donc je dis ça, mais c'est une série qui a, je sais pas, 15 ans, 20 ans peut-être. En tout cas, c'est vraiment une série au très long cours. Loisel, un de mes auteurs préférés. Et là, vous pouvez voir ici, fin. C'est une histoire qui est bien, c'est une histoire qui se termine bien. Et là, c'est le cas avec... Enfin, je l'ai pas encore lu celle-là, donc je m'avance un peu. Mais on a enfin l'ultime tome de la quête de l'oiseau du temps. Vraiment, série au long cours. Donc on en fait une, on en démarre sur d'autres. Alors ici, vous avez un nouveau couple, Karel Ferré et Corentin Rouge. J'avoue, je ne connaissais absolument pas. Chez Glénat. Et c'est rare que je me lance dans une nouvelle série. Parce qu'en fait, il y en a plein qui sortent tout le temps. Mais là, je me suis dit, il faut y aller. Donc en fait, c'est la fin du monde. On ne sait pas ce qui se passe. Hein. On sait juste qu'il y a des réfugiés. Et les réfugiés fuient vers l'Islande, qui visiblement accueille au début à bras ouverts, mais se rétracte assez rapidement. Donc vous avez la survie des immigrés. Et d'un autre côté, donc là on les voit sur le bateau, donc je vais pas montrer la trame, on va passer ailleurs. Et dans un endroit un peu plus paisible, et vous avez la vie des Islandais. Donc le premier tome est un tome de présentation. Comme je vous dis, on ne sait pas ce qui se passe, mais voilà. On est sur du thriller vraiment très 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 bon. À tel point que j'en ai pris une deuxième, que je ne présenterai pas là, mais de ce duo-là. Et la deuxième nous amène en Afrique du Sud, c'est un one-shot. Très excellent, un thriller avec des personnages de l'apartheid, beaucoup d'action, de la fusillade. Enfin vraiment, c'est de très 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 bonne facture. Ils maîtrisent leur sujet et tant mieux. Autre bande dessinée, nouvelle série aussi. Donc Sphère. Donc voilà, j'ai souvent une petite série de fantastique, science-fiction qui traîne. Hein. La BD aime bien. Le public aime bien, et moi aussi. Donc du coup, on multiplie pas les séries, mais on essaye d'en avoir une de qualité de temps en temps. Et là, Sphère, je pense qu'on y est. Donc vous avez un objet extraterrestre qui arrive aux environs de Jupiter. L'homme a commencé à coloniser le système solaire. Et donc ce premier tome est un tome de présentation. Donc on a quand même pas mal les personnages. Et graphiquement, voilà, on est... dans ce qui se fait de mieux, hein, de toute façon, la bibliothèque pour les adultes ici, le public demande de la qualité graphique, donc c'est le critère numéro 1 des acquisitions. Et là je pense que le lectorat va être servi. Voilà, nouvelle série, bon il y a un petit peu de nu. D'ailleurs sur beaucoup de BD que j'ai acheté cette année, il y a un petit peu de nu. Alors c'est dans l'air du temps, parce que de toute façon s'il n'y a aucune BD que j'avais ciblée, même si on en a à la bibliothèque, hein, mais c'est vrai que sur chaque tome, j'ai vu du nu. J'ai trouvé ça assez étrange. Enfin, je le signale quand même. Quoi. Et dernière série, sachant qu'il y en a d'autres. Hein. Alors, Les Contes de la Pieuvre. Donc là, c'est une série que je surveille du coin de l'œil depuis quelques années. 2017, le premier tome. Et voilà, il y a tellement de séries qui sortent. On doit faire très attention aux achats. Et le tout dernier tome a été récompensé ou nominé à Angoulême. Et ça m'a permis de sauter le pas. Alors, c'est un format comics. Alors, je regarde toujours le format comics parce que ça met pas à l'honneur les dessins. Et voilà. Donc là, on est dans de la BD d'horreur, fantastique, angoisse, horreur. Époque victorienne, dans Paris. Donc, vous avez un univers de malfrats avec des pouvoirs, certains pouvoirs, mais en fait, bon, l'accent est quand même mis sur les pouvoirs et le fantastique. Hein. Mais on n'est pas dans du super-héros, alors là, absolument pas. Ça s'appelle Les Contes de la Pieuvre, donc la pieuvre, ça fait référence à la mafia. Et voilà, vous avez toute cette organisation. Alors je n'ai lu que le premier chapitre, hein, il y a un découpage en chapitres. J'avais lu, pareil, une bonne partie d'une BD en ligne pour faire découvrir. C'était le tome, celui d'Angoulême, le tome 4. Donc j'ai choisi de prendre les deux premiers. Et pareil, en fonction du public, on verra. Si le public adhère ou pas. Donc là, graphiquement, on sort un peu hors des canons, le dessin est un peu torturé. Mais ça a l'air d'être de l'excellente bande dessinée. Et, en tout cas, ce que j'ai lu le premier chapitre, ça a l'air vraiment très prometteur.
J'espère que le public va y adhérer, parce que celle-là, j'aimerais bien prolonger l'aventure. Voilà. Donc, le tome 1, La malédiction de Gustave Babel. Le tome 2 est en rayon. Et voilà. Les contes de la Piave. Voilà, donc après des documentaires BD, des BD franco-belges, un peu de littérature. Alors, on va poursuivre dans l'horreur. Ouais, j'ai pris un tome horreur en ado et en adulte. La Maison des Feuilles. Donc là, c'est un gros classique qui n'est pas souvent réédité. Il paraît qu'on n'en sort pas indemne. Donc le pitch, c'est un agent... Alors j'aime bien ces contes-là. Vous avez une situation dans le réel qui part dans tous les sens. Enfin, c'est une situation du quotidien. Donc là, en fait, c'est un ingénieur qui va faire le relevé d'une maison. Et il va se rendre compte que dans le relevé, la maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et à partir de là, c'est parti. Alors, une des originalités de ce livre-là, je ne pense pas qu'il faille tout lire, c'est que vous avez des pages écrites à l'envers, avec des cadres bleus ici. Vous avez un livre qui se tourne. Voilà. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais c'est écrit dans tous les sens. Des pages vides. Alors, pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça correspond. Il doit y avoir une raison. La typographie qui change, enfin voilà, c'est un livre c'est un drôle d'objet, et il paraît, enfin vraiment, ceux qui ont réussi à le lire, parce qu'il paraît que c'est vraiment assez difficile à lire, disent que c'est assez génial. Donc, gros classique de la littérature de l'angoisse, La Maison des Feuilles. Deuxième roman, donc Les Utopiales, c'est le festival du fantastique en France, bibliographie, filmographie. Je ne sais pas s'ils font de l'illustration, mais ça se pourrait. Donc là, une auteure féminine, Margot Nantel, qui va nous envoyer dans un road movie, je pense que c'est en France, excusez-moi. Oui, c'est en France, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, vous avez, c'est la fin du monde, donc les gens sont regroupés dans des villes, qui sont en fait devenues des forteresses. Et vous avez un convoi qui va partir d'Albi vers je ne sais où. Et on part dans un road movie en fait sur fond apocalyptique. Alors j'ai pas les références, je sais pas si c'est plus Enfin j'ai pas les références du coup. Je l'ai pas encore exploré. Mais bon, Les Utopiales, c'est une valeur sûre. Donc vous pouvez y aller. Et c'est un joli petit bébé, tout comme le précédent, on est dans les 600 pages. Donc, petite lecture de l'été. Et enfin, pour finir, La Terre qui penche. Donc là, c'est un petit coup de cœur. En fait, c'est mon auteur que je ne connais pas, Carole Martinez. Donc, on est plus dans le conte pour adultes. Alors, le conte... donc en fait, vous avez une lecture à deux voix. Vous avez une lecture d'une petite fille qui va raconter sa vie, et vous avez l'âme de cette petite fille, donc plus tard, c'est une âme âgée, qui revient rétrospectivement sur cette aventure, sur ce qui s'est passé. Et en fait, on est en l'an 1300, dans le XIVe siècle, et il y a la peste noire qui sévit, et la petite fille est envoyée dans la forêt sur ses beaux atours, pour être sacrifiée au diable, pour contrer la peste noire qui sévit et qui ravage le pays. Voilà. Donc vous avez un petit peu ce regard innocent et naïf de la jeune fille, et puis de l'âme de cette petite fille. Et du coup, c'est un roman assez bouleversant. Donc je vous dis, on est dans les codes du conte, mais le code du conte pour adultes, parce que bon, l'histoire est assez aussi cruelle que sensuelle. Voilà. Donc c'était la présentation de nos lectures d'été, sachant que nous restons à votre disposition, et je vais faire un article, il devrait être en ligne au moment de la diffusion, où je vais récapituler toute cette sélection, enfin ces sélections, jeunesse, ados et adultes, plus quelques petits livres en plus, voilà. Donc si vous ne savez pas quoi lire, j'espère que quelque chose aura suscité votre intérêt. À bientôt, à la bibliothèque. Ce journal est le dernier de la saison. Nous aurons le plaisir de vous retrouver sur cette antenne dès le 6 septembre prochain. Les vacances permettent de se détendre. Cependant, n'oubliez pas que Dame Nature ne prend jamais de vacances et qu'elle représente toujours un potentiel danger.
si vous ne respectez pas certaines règles de sécurité, notamment pour l'eau, qu'elle soit de mer, de rivière ou de piscine. Elle est sans pitié pour les imprudents. Deux mythes se promènent sur un complet veston et bavardent. Tu pars en vacances cette année? Oui, j'ai trouvé au bord de la Manche un petit trou pas cher. Au nom de toute l'équipe de Beffrovision, je vous souhaite de bonnes et agréables vacances. Au revoir et à bientôt.